Africa, oye, bravo à l'Afrique de la Renaissance. Nous sommes ici pour célébrer la reconstruction ou la renaissance de l'Afrique. Oui, les pays africains sont en train de renaître, et notamment pour ces derniers temps, à partir des nouveaux pays souverains que nous avons donné la liste dernièrement, la République centrafricaine, le Mali, le Burkina et le Niger. Voilà, ces pays sont en train d'être à l'avant-garde des pays qui luttent pour leur souveraineté. Mais ce ne sera pas donné d'entrée de jeu parce qu'ils sont venus bousculer l'échiquier international. Et on voudrait que ça se limite à cela, que ça ne se répande pas. Même si par-ci, par-là, on a des coups d'État ces derniers temps. Mais ces trois pays sont ceux qui captivent l'attention parce qu'en plus de pouvoir chasser l'impérialisme, de pouvoir lutter contre l'impérialisme et le terrorisme en même temps, double combat assez difficile, ils sont en train de se coaliser à travers ce qu'ils ont appelé l'Alliance des États du Sahel et qu'ils ont baptisé par un nom purement africain, le Liptako Gourma. Donc, bravo au Liptako Gourma. Nous le disons toujours bravo au Liptako Gourma. Mais ceci ne doit pas nous faire dormir sous l'eau laurier. Pourquoi? Parce que nous devons être vigilants. Et ici, c'est l'occasion pour nous de parler de la géostratégie. Oui, qu'est-ce que la géostratégie? Il faudrait que nous fassions une brève définition de la géostratégie. Pas de la géopolitique, je le dis bien, mais de la géostratégie. Et que nous voyons comment les États appliquent la géostratégie, notamment la géostratégie de la France en Afrique. Et pour le cas actuel, la géostratégie de la France dans les pays du Sahel. Et on va l'appliquer encore à un cas plus spécifique, le cas du Niger. On va voir comment cette géostratégie fonctionne au Niger. Ben, avant d'arriver là, on va également effleurer les tours de l'actualité, comme on le fait souvent. Ça veut dire que, ben, qu'est-ce qui se trame encore? Géostratégie. Qu'est-ce qui se trame au palais présidentiel à Dakar? Des choses depuis peu ne vont pas bien. Des réunions secrètes se succèdent là-bas sans prévenir qu'il y a réunion et à la fin sans qu'on dise, sans qu'il y ait un communiqué officiel de ce côté. On va voir tout cela. Nous allons évoquer également ce qui se passe en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Donc si vous voulez connaître un peu toutes ces choses, asseyez-vous confortablement déjà. Mettez-nous des pouces. Mettez-nous des pouces, aussi simple que ça. Les anciens le savent déjà. Dès que vous ouvrez la vidéo, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous. Et après vous êtes abonné, cliquez sur la cloche de notification. Ça vous permettra de revenir sur les anciennes vidéos où nous avons parlé de la géopolitique en prenant des cas un peu segmentés pour parler de la géopolitique. Mais je vous ai dit ici, nous allons parler de la géostratégie. Bon, si vous avez déjà fait ce que nous venons de dire, c'est-à-dire mettre des pouces, de nombreux pouces, partagez la vidéo pour les anciens. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Préparez-nous des commentaires. Qu'est-ce que la géostratégie? Qu'est-ce que la géopolitique? Posez-nous des questions. Nous serons plus à l'aise à répondre à vos questions. Nous sommes assez confortables, c'est notre domaine. Nous ne sommes pas allés dans le domaine de quelqu'un, c'est notre domaine. La géopolitique et la géostratégie, bref, la géographie, c'est notre domaine. Sur ce, nous entrons dans le vif du sujet. Nous allons d'abord faire le tour de l'actualité. Nous disons bravo à la République démocratique du Congo qui de temps en temps pleurniche, mais qui font déjà des actions sur le terrain. Nous devons demander au président de cesser de pleurnicher, de cesser d'aller se plaindre d'un autre État. On se croirait dans la cour de récréation. Ça montre parfois l'immaturité politique de certains chefs, de nos chefs d'État, comme Tshisekedi. Nous savons qu'il est jeune, mais que d'aller se plaindre aux Nations Unies, d'aller se plaindre par ça là, sachant que ça ne va rien changer, il devait se concentrer sur le territoire comme fait son ministre des Forces armées, Jean-Pierre Bemba, qui nous disons bravo. Il faut agir, oui, c'est la force. Ici c'est une force, c'est le droit de la force. Le droit de la force, il faut l'appliquer, que de se plaindre d'un petit pays comme le Rwanda. Et maintenant que on est en train de prendre le M23 en étau, il faut cesser de s'agiter. Donc nous disons bravo aux forces nationales congolaises qui sont en train de repousser le M23 et que le ministre de la Défense ne fait pas beaucoup de bruit à ce sujet. Nous leur disons bravo. Nous allons également dire bravo au Kenya. Nous allons venir dans un numéro spécial au Kenya. Le président Ruto est en train de sortir le Kenya sur la scène internationale. Le Kenya était jusque-là toujours la chasse gardée de l'Angleterre. Donc il a encore sa base militaire. L'Angleterre a encore sa base militaire au Kenya. Et le Kenya était la plaque tournante pour les pays de l'Afrique de l'Est. Même comme étant le pays le plus pauvre en ressources naturelles. Mais le président Ruto a voulu sortir le Kenya
sur le plan international et s'intéresse et fait des déclarations sur des questions sur le plan international. Nous lui disons bravo, beaucoup de courage. On l'a déjà vu dit envoyer son armée au Congo, même s'il a également demandé qu'on retraite parce qu'il ne comprenait pas bien les enjeux de ce qui se tramait au Congo. Mais tout récemment, il a encore dit qu'il doit envoyer son armée à Haïti. Pourquoi son armée à Haïti? Ce serait l'objet d'une prochaine vidéo. Quelle est la géostratégie du Kenya? Qu'est-ce que le Kenya cherche en envoyant ses troupes, près de 1000 hommes, pour aller combattre à Haïti? Haïti, un pays francophone, alors qu'eux, ils sont d'un pays anglophone, d'un point à l'autre. Quels sont les enjeux? Quelle est la géostratégie que le Kenya a mis en œuvre? Ce serait l'objet d'une prochaine vidéo. Mais comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, nous avons comme le plat de résistance la géostratégie de la France en Afrique, notamment le cas appliqué pour le Niger. Il ne faut pas que nous dormions sur le laurier. Nous disons bravo. Qu'est-ce qui nous pousse à faire cette vidéo sur une vidéo spéciale sur la géostratégie de la France sur le Niger? Les enjeux économiques, on en a parlé. Les enjeux stratégiques, c'est de ça qui est question, oui. Le Niger est à un carrefour, à un positionnement géostratégique très important. Et pour ça, la France a mis en place toute une géostratégie sur le développement ou le contrôle des voies sahéliennes, et toutes ces voies passent par le Niger. Oui, qu'on parte de Dakar pour Djibouti, leur vieux plan colonial, ou qu'on parte actuellement de l'Afrique du fond, du golfe de Guinée vers la Méditerranée. C'est toujours le meilleur chemin, c'est toujours par le Niger. Donc, nous disons, il faudrait faire attention à ce sujet. Et vous voyez, le fleuve Niger, qui est le principal canal le lien de communication entre beaucoup d'États de l'Afrique de l'Ouest, passe également par le Niger. Donc, il faut comprendre donc, la géostratégie de la France. Depuis qu'on a fait le coup d'État, la France s'agite et la France s'inquiète de son poulain qui est Mohamed Bazoum. Qui est Mohamed Bazoum? Il faudrait qu'on en parle. Mohamed Bazoum n'est pas nigérien. C'est la première chose qu'il faut savoir. Mohamed Bazoum n'est pas nigérien. Les Français sont habitués dans les pays africains à choisir les étrangers parce qu'ils sont facilement manipulables. Mohamed Bazoum est d'origine libyenne. Voilà, donc en créant le chaos en Libye, on l'a exfiltré et puis voilà, on l'a mis à la tête du Niger d'une façon ou d'une autre. Voilà comment cela s'est passé. Donc, on le défend à tout prix parce qu'il faisait le bon gré, il faisait le chou gras de la France. Il donnait tout ce que la France voulait parce que lui ne comprenait rien, il n'a rien à perdre au Niger. Donc il faudrait qu'on se mette. Donc c'est la même raison pour laquelle quelqu'un comme lui qui est aussi dans notre État, au Niger, à la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara le défend à tout prix parce que ce sont des étrangers à la tête des États. Nous disons courage à nos frères ivoiriens. Nous savons ce qu'ils souffrent dans leur chair d'avoir à la tête de leur pays un étranger qui gouverne à la gément foutiste, qui ne voit jamais les intérêts des Ivoiriens même. Nous leur disons courage. Nous disons courage aux Agni, nous disons courage aux Bété, courage aux Baoulé, courage aux Sénoufo. Nous leur disons beaucoup de courage. Les vrais Ivoiriens, nous disons beaucoup de courage. Nous disons beaucoup de courage à nos frères de l'Est, de la Côte d'Ivoire. Nous sommes avec eux. Nous viendrons dans une autre vidéo pour ça. Mais je disais, le cas du Niger, et depuis qu'on a renversé Bazoum, qui était comme le poulain de la France, le poulain de la France, par qui la France pourrait tout obtenir du Niger, est maintenant aux arrêts. Et on promet de le remettre au pouvoir. Après avoir organisé plusieurs conseils de guerre, notamment en France, où le premier conseil de guerre ont eu lieu, on a élaboré une stratégie comment ramener Bazoum au pouvoir. Et on a pensé que ça pouvait se faire par la force. On a cru intimider les États, mais jusque-là, ça n'a pas donné portée de fruits. Et avec le temps, on a vu s'effilocher ou diminuer jusqu'à se restreindre à la peau de chagrin l'idée de l'intervention militaire au Niger. Parce que tout le monde était contre, déjà sur le plan du monde, qui n'a pas raison. Mais la France a une géostratégie, il faut ramener Bazoum au pouvoir. Comment faire pour ramener Bazoum au pouvoir si ce n'est pas la force? Mais avec le temps, on continue de voir comment est-ce que les troupes françaises continuent à s'agiter autour du golfe de Guinée. Envoyant des troupes, on dit qu'un bateau est arrivé sur les côtes du Bénin, aux côtes du Nigeria. Et le pire, ce qui a maintenant déclenché l'objet de cette vidéo, c'est qu'on nous a dit qu'il y a une tentative d'évasion de Bazoum. Oui, on a tenté d'enlever Bazoum parce qu'il est question maintenant, la géostratégie de la France, d'exfiltrer Bazoum, de le sortir de là et maintenant de le mettre au frais et d'aller maintenant déclencher un conflit global et de venir les réinstaller au pouvoir. Est-ce que c'est faisable? Oui. On en a déjà vu dans d'autres pays.
et c'est où l'expérience géopolitique ou géostratégique parle. Comment est-ce que la France va parvenir à extraire Bazoum? Même si c'est une première tentative, ils vont retenter d'une autre façon. Sinon, venir de front et l'affronter, comment est-ce qu'ils vont le faire? Rappel géostratégique important. En 1990, il y a un pays de l'Amérique centrale, le Panama, qui était en désaccord avec les États-Unis. Ils estimaient que le Panama, la concession du Panama, du canal de Panama, c'est une propriété des États-Unis. Mais ce président a estimé que ça devait revenir au Panama, aux Panaméens, que c'est le droit des Panaméens sur leur territoire. Et les États-Unis, comme pour tuer son chien, on l'accuse de rage, les États-Unis ont estimé qu'il était un vendeur de drogue et qu'il fallait le destituer. Parce que là, le canal devait revenir aux Panaméens après 99 ans, en 1999. Mais en 90, il a commencé à réclamer. Donc 10 ans plus tôt, on a estimé que ce n'était pas correct. Donc pour cela, il fallait donc l'enlever du pouvoir. Les États-Unis ont organisé une force militaire pour aller l'extraire du pouvoir. Les forces armées du pays du Panama se sont réunies autour du palais présidentiel pour voir comment est-ce qu'ils allaient arriver, le bombarder ou faire tout pour pouvoir retirer le président. Et finalement, les troupes américaines sont également arrivées. Et le jour J, ils ont utilisé une arme dont personne ne s'attendait. Ils ont utilisé une arme dont personne ne s'attendait. Et c'est où cette vidéo est intéressante. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, mettez des pouces avant que je vous dise comment ce qui s'est passé. Quand les forces étaient en présence, étaient déjà sur le terrain et qu'il fallait déjà enlever le président de force, les Panaméens sont regroupés, mais les Américains ont utilisé les forces sonores, les armes sonores, ont utilisé les bruits. Vous savez, avec le bruit, on peut faire énormément de choses. C'est bien agréable d'écouter la musique, mais la musique peut aussi détruire les gens. Je veux dire, il y a des ondes acoustiques qui peuvent détruire une personne. Et les Américains ont utilisé les bombes, les bruits sonores, les fonds sonores qui ont donné la diarrhée à beaucoup de forces armées, à toutes les forces armées. Et ils sont entrés donc au palais. Ils ont capturé le président. Ils l'ont mis dans l'hélicoptère qu'ils ont amené aux États-Unis. Donc, voilà comment est-ce qu'ils ont enlevé le président. Si ceci peut déjà vous donner une idée de ce que les Français peuvent faire, bon, vous comprenez là que ce sont des cas qui sont déjà reproduits. Il ne faudrait pas que cela arrive maintenant également. Vous savez encore plus proche de nous, le cas de 2010-2011 à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens disaient, on va voir comment est-ce que les Français ne peuvent venir ici. Mais en laissant toujours les émissaires français venir entrer au palais, notamment les panafricains, la personne qui a rencontré Gbagbo dans son bunker, parmi eux, il y avait, non seulement il y avait des Français, mais il y avait également des Africains, comme Abdoulaye Wade, qu'il a rencontré dans son bunker. Et à la fin, il a dit, il faut que Gbagbo sache qu'il y a des contrats, non dits. Voilà tout ce qu'il avait dit. Donc, Gbagbo était en train de violer les contrats, ne se rendant pas compte. Donc, et après, on a trouvé donc le moyen de l'expliquer. Donc, nous avons dit au départ dans cette vidéo, il serait important que les autorités nigériennes évitent d'exposer Bazoum. Il faut déjà tuer politiquement Bazoum. Il faut déjà l'exclure, ne plus lui donner la voix, qu'on n'ait plus accès à lui. On peut lui retirer tout ce qu'il a et le mettre au cachot. On peut le transférer dans un autre pays et le garder. Ne plus le rendre visible. On peut rendre Bazoum entièrement invisible. Donc, il serait question ici, ça c'est pour l'avenir des autres. Donc, quand les Français continuent à envoyer les troupes et à trouver les moyens militaires d'acheminer là-bas autour du Niger, il faut faire attention qu'ils vont utiliser d'autres moyens pour y parvenir. Vous avez vu le cas de la BD, ça c'était inévitable. Peut-être vous pensez que si sur le plan militaire de la guerre conventionnelle, ils pensent que faire cette guerre-là peut être désastreuse, qu'ils ne peuvent pas réussir, ils peuvent utiliser d'autres moyens, comme au cas du Panama. Donc si vous avez appris ce que j'ai dit là, mettez-nous déjà des pouces. Parce que les Occidentaux, les Blancs ont d'autres manières de procéder qui peuvent nous échapper. Vous voyez ces derniers temps, ils essaient de titiller le monde avec plutôt les armes naturelles. On va parler également de ces armes. Mais la Russie est allée plus loin en utilisant déjà des requins pour faire les combats au niveau naval. Donc, vous voyez, faites attention aux armes naturelles, les pluies, les vents. Ils continuent à détruire la Libye. Et vous voyez, avec l'orage qui se passe là, dans un pays désertique, ils ont détruit tous les barrages. Donc, nous parlerons ça dans un éveil pour ceux qui sont préparés.
Donc, si vous avez admiré cette vidéo, si vous avez bien compris que nous sommes en situation de guerre et qu'il faudrait être prudent, ne pas baisser la garde et surtout prendre Bazoum et tout son gouvernement et le cacher ailleurs et les éteindre politiquement, qu'il n'ait plus de voix d'audition, qu'on ne comprend plus parler d'eux. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification, parce que quand nous allons parler des autres pays, ce serait déjà une montée en puissance dans les explications des choses qu'on ne dit pas souvent. Pourquoi le Kenya peut envoyer des troupes au Niger, à Haïti? Ça, il faudrait qu'on comprenne. Beaucoup de gens posent la question, mais ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi la France peut continuer à envoyer des troupes, les armes, le matériel en Afrique, alors qu'on dit qu'il n'y aura pas conflit militaire avec le Niger? Et pourquoi essentiellement avec le Niger? Pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas faire la guerre directement avec le Mali? Voilà. Donc, il faudrait qu'on essaie de comprendre que les Occidentaux sont capables d'utiliser toutes les armes. Ils ont d'autres armes, même spirituelles, pour pouvoir nous atteindre au cas où on ne parviendra pas. Le cas de la Libye était juste un cas exceptionnel parce que là, on n'avait pas toutes les données. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification. Et si vous avez des questions à propos de ce que j'ai dit là, ou les manières des Occidentaux, la fourberie des Occidentaux à traquer des Africains et les ramener dans les rangs, laissez-nous un commentaire. Nous serons prêts à répondre. Merci, je vous souhaite un excellent week-end et à tantôt.